Well, we got some breaking news and developments in the case involving Melania Trump on one hand and journalist Michael Wolff on the other. In October, Michael Wolff filed first a lawsuit in New York State Supreme Court in Manhattan, trial court level, for a declaratory judgment to cut Melania Trump off at the pass after he received a demand letter. Certaines affaires judiciaires ne retiennent pas l'attention en raison du montant en jeu, mais plutôt parce qu'elles brouillent les frontières entre personnalité publique et liberté institutionnelle. Le 21 octobre 2025, une demande officielle de retrait de l'action en justice, signée par Melania Trump, a été déposée, visant à transférer à la Cour fédérale du district sud de New York une affaire initialement intentée contre elle devant la Cour suprême de l'État de New York. L'action a été intentée par le journaliste Michael Wolff, qui affirme avoir été la cible de menaces juridiques de la part de l'ancienne première dame après avoir publié des contenus liant son nom à des épisodes impliquant Jeffrey Epstein. Selon lui, la pression exercée par le biais de notifications extrajudiciaires et d'exigences de rétractation publique a non seulement dépassé les limites acceptables du débat public, mais a également violé directement les principes constitutionnels du premier amendement. La demande de retrait, quant à elle, ne réfute pas ces accusations, mais se concentre exclusivement sur le fait que Melania est citoyenne de Floride et que, par conséquent, le tribunal compétent serait fédéral. Le litige initial, centré sur la liberté d'expression et l'atteinte à la réputation, s'est déplacé dans les coulisses de la juridiction, révélant une tension plus profonde entre le droit civil, la personnalité publique et l'environnement institutionnel dans lequel l'affaire se déroule. La requête de Melania soutient qu'elle réside à Palm Beach, où elle est domiciliée depuis 2019, en présentant comme preuve son inscription sur les listes électorales de Floride, la possession d'un permis de conduire de cet État et l'adresse officielle indiquée comme étant le club Mar-a-Lago. Le plaignant conteste toutefois cette affirmation, affirmant que Melania éviterait intentionnellement la citation à comparaître et qu'elle continuerait à résider à New York, plus précisément à la Trump Tower. Cette controverse apparemment technique a son importance dans le procès. S'il est prouvé que les deux parties résident dans le même État, l'affaire doit rester dans la sphère étatique. Si au contraire, il est prouvé qu'elles ont des domiciles différents avec un montant supérieur à 75 000 $ en litige, le transfert vers la juridiction fédérale devient juridiquement viable. Mais le point le plus sensible de cette affaire ne réside pas seulement dans la divergence des adresses. Il réside dans le fait que l'affaire judiciaire a été transférée au même tribunal fédéral qui a jugé Ghislaine Maxwell gérer les dossiers les plus complets sur Epstein et conserve en sa possession des documents qui n'ont pas encore été rendus publics. Dans sa demande de transfert, Melania affirme que les allégations de Wolff sont fausses, diffamatoires et potentiellement préjudiciables, mais choisit de ne pas intenter de procès en diffamation. Elle ne présente pas non plus de contre-notification ou d'action parallèle. Jusqu'à présent, la stratégie semble se concentrer sur le fait d'éviter que l'affaire ne soit traitée au niveau de l'État, où le plaignant aurait plus de facilité à poursuivre l'affaire. L'absence de réponse directe à l'accusation d'intimidation préalable attire l'attention. En effet, les lettres envoyées par ses avocats plusieurs mois avant l'action contenaient des demandes explicites de rétractation et mentionnaient même une éventuelle indemnisation supérieure à $1 milliard. Le plaignant, refusant de se rétracter, a choisi de porter le litige devant les tribunaux plutôt que d'attendre une éventuelle action de la partie adverse. Melania a alors tenté de changer le terrain du litige avant même de répondre au fond de l'accusation. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. En étant transférée au district sud de New York, l'action prend une nouvelle dimension institutionnelle. Le lieu choisi comme nouveau siège du procès est directement lié aux enquêtes précédentes impliquant Epstein, y compris celles qui restent partiellement confidentielles. Il s'agit de la même juridiction qui, en 2020, a déclaré détenir plus d'1 million de documents liés à l'affaire. La présence d'anciennes photographies publiques impliquant Melania
Donald Trump, Epstein et Ghislaine Maxwell lors d'événements sociaux de cette période, a été incluse comme toile de fond par la partie plaignante, qui affirme avoir subi des pressions pour avoir tenté de contextualiser ses relations dans des reportages et des articles. Même sans recourir à des accusations directes de conduite illégale, le journaliste soutient que l'intérêt public justifie l'enquête éditoriale sur ces liens, en particulier lorsqu'ils impliquent des personnalités publiques au cœur des décisions gouvernementales ou des stratégies de communication pendant et après les mandats présidentiels. La décision de ne pas intenter de poursuite formelle pour diffamation, même après avoir publiquement menacé de le faire, devient une variable importante dans l'analyse. En évitant d'entrer dans le vif du sujet, Melania peut tenter de réduire les risques liés à la divulgation de preuves, telles que la demande de documents et surtout la possibilité d'être soumise à un témoignage formel sous serment. En revanche, l'auteur a déjà annoncé son intention de demander une phase de discovery spécifique sur la question du domicile, ce qui pourrait impliquer la collecte de registres de voyage, de preuves de résidence et d'agenda personnel si le juge fédéral autorise l'enquête préliminaire. En portant des affaires comme celle-ci au débat public avec précision et en prêtant attention aux aspects institutionnels, nous cherchons à mieux faire comprendre les mécanismes formels qui définissent les limites entre la personnalité publique et la liberté de la presse dans des contextes sensibles. C'est dans ce contexte que le litige commence à dépasser les limites d'un simple conflit entre parties privées pour se rapprocher d'un point d'intersection où différentes branches du système juridique et domaines de la structure institutionnelle fédérale convergent. Le transfert de l'action vers le district sud de New York déclenche automatiquement une série de protocoles judiciaires fédéraux qui, dans les affaires impliquant des personnalités publiques et des allégations sensibles, imposent des étapes formelles pour vérifier la compétence, la recevabilité et, si nécessaire, la conduite d'une audience préliminaire. Dans le cas spécifique de Melania Trump, la déclaration de domicile en Floride exigera, si elle est contestée de manière cohérente, que le tribunal évalue les éléments qui soutiennent cette déclaration. Cela comprend les registres de résidence, les documents fiscaux, les antécédents de vote et même les habitudes de déplacement entre les États. À partir de là, l'action du tribunal ne se limite pas à recevoir des requêtes ou des décisions automatisées. Le juge fédéral responsable peut autoriser ce que l'on appelle la discovery juridictionnelle, un instrument qui permet la collecte contrôlée de preuves uniquement sur la question du domicile et de la résidence. Ce type de mesure n'est pas fréquent, mais il a déjà été utilisé dans des affaires où des personnalités publiques ont contesté la juridiction désignée par les auteurs des actions. Lorsque cela se produit, la partie demanderesse a la possibilité de demander des documents tels que des registres de vol, des contrats de location, des factures de services publics, des registres de sécurité résidentielle et, éventuellement, de demander une déposition limitée de la partie adverse sous serment. Cette convergence aide à comprendre pourquoi l'affaire a mobilisé l'attention des analystes juridiques et des spécialistes du droit constitutionnel. Bien que le fond de l'affaire, liberté de la presse contre diffamation présumée, n'ait pas encore été formellement débattu, le simple fait que Melania n'ait pas intenté de procès, malgré ses menaces antérieures, ajoute un élément supplémentaire à l'évaluation de sa stratégie. Le fait d'éviter un procès complet pour diffamation peut être considéré comme une tentative d'empêcher l'affaire d'entrer dans des phases procédurales qui exigeraient une large exposition documentaire et une éventuelle confrontation avec des preuves publiques ou privées, impliquant non seulement sa personne, mais aussi le contexte plus large de ses relations passées. Un autre point de tension institutionnelle se forme autour de l'origine de la procédure, la Cour suprême de l'État de New York, une instance étatique qui, malgré son nom, fonctionne comme un tribunal de première instance pour les jugements civils. Ce tribunal a une tradition dans les affaires liées à la presse, à la vie privée et aux personnalités publiques, en particulier à Manhattan, où les célébrités et les politiciens contestent souvent les publications des médias. Le passage à la juridiction fédérale modifie le déroulement de la procédure.
Alors que la Cour d'État est plus proche du quotidien de la presse et de la logique des litiges civils fondés sur la réputation, la Cour fédérale a tendance à traiter ces affaires avec des filtres plus stricts en se basant sur la constitutionnalité de l'action et l'existence d'un préjudice direct et mesurable selon les paramètres fédéraux. Cette transition procédurale ne se fait pas dans le vide. Ces dernières années, le district sud de New York a joué un rôle de premier plan dans des affaires ayant eu un retentissement national, notamment en ce qui concerne la responsabilité des personnes liées à des réseaux d'influence, comme celui d'Epstein. La mémoire institutionnelle du tribunal comprend la condamnation de Ghislaine Maxwell, les poursuites civiles intentées contre la succession d'Epstein et les requêtes constantes liées à la divulgation de documents scellés. Cet historique rend toute nouvelle procédure sensible dans le même district automatiquement plus visible pour les institutions et les acteurs juridiques attentifs aux litiges impliquant des personnalités associées, même indirectement, à l'affaire Epstein. La défense de Melania, en insistant pour que le procès reste sous juridiction fédérale, indique également une lecture stratégique du risque. Le fait de maintenir l'affaire dans le cadre fédéral, où les délais sont plus longs, les exigences en matière de preuves plus élevées et les paramètres de préjudice moral plus restrictifs, peut réduire considérablement les chances que l'affaire aboutisse à un procès en bonne et due forme. Cela ouvre également la voie à de futures manœuvres, telles qu'une demande de classement pour absence de cause à défendre ou pour absence de fondement suffisant pour soutenir la thèse de la violation du premier amendement. D'un point de vue technique, il s'agirait d'une ligne de défense courante dans les affaires où l'objectif principal de la partie défenderesse n'est pas de contester le fond, mais de neutraliser la procédure dès le début. À ce stade, le rôle du pouvoir judiciaire n'est plus seulement celui d'arbitre entre deux parties. La Cour agit désormais comme un filtre institutionnel sur ce qui peut ou non être débattu dans le cadre de sa juridiction, sur la base de critères formels qui transcendent la volonté des parties. C'est cette dimension qui rend l'affaire particulièrement pertinente, car même sans décision sur le fond des allégations, elle impose déjà au système une réflexion sur les limites de la juridiction, l'utilisation stratégique de l'appareil judiciaire par des personnalités publiques et les mécanismes disponibles pour préserver le droit à la critique journalistique sans permettre des abus déguisés en litiges légitimes. L'histoire récente des interactions juridiques impliquant l'entourage de la famille Trump contribue également à élargir le champ d'analyse. Plusieurs épisodes antérieurs, tant au niveau des États qu'au niveau fédéral, ont révélé des stratégies similaires de contestation de compétences, de changement de juridiction et de suspension de procédures comme méthode de défense préventive. Ces pratiques, bien que permises dans le cadre juridique, sont souvent analysées par les spécialistes du droit comme des signes de tension entre l'utilisation légitime du système et les tentatives de blocage structurel de la responsabilité publique. En suivant attentivement ces niveaux d'action institutionnelle, nous avons pu comprendre non seulement le déroulement de cas isolés, mais aussi les schémas plus larges d'utilisation et de test des limites du système juridique américain. À la lumière des informations publiques disponibles à ce jour, la controverse impliquant Melania Trump et le journaliste Michael Wolff reste dans une situation procédurale incertaine, aucune des parties n'ayant pris d'initiative explicite pour soumettre le conflit à un examen direct au fond. Malgré des déclarations antérieures suggérant la possibilité d'un procès en diffamation, l'ancienne première dame n'a engagé aucune action judiciaire de cette nature. Wolff, quant à lui, a limité son action à l'allégation selon laquelle il aurait été victime de tentatives d'intimidation susceptibles d'entraver sa liberté d'expression, évitant, à ce stade, d'approfondir le débat sur le contenu substantiel de ses publications journalistiques. Cet arrangement provisoire maintient un équilibre fragile qui permet la coexistence d'interprétations différentes dans le domaine juridique. Pour certains analystes, la position de Melania peut être comprise comme une stratégie défensive conventionnelle, visant à préserver son image publique et à limiter l'atteinte à sa réputation. Pour d'autres, la décision de ne pas intenter d'action en diffamation renforce l'idée que l'objectif principal n'est pas de réparer un préjudice spécifique,
mais de créer des obstacles procéduraux susceptibles de décourager les enquêtes publiques et la poursuite de la couverture critique. Les divergences s'étendent à l'interprétation de la portée du premier amendement dans les litiges de cette nature. Les spécialistes en droit constitutionnel soulignent que la liberté d'expression garantit le droit de critiquer les personnalités publiques, mais qu'il ne s'agit pas d'un droit absolu. Il existe une zone d'interprétation sensible dans laquelle la critique légitime peut se rapprocher du discours diffamatoire, en particulier lorsqu'elle fait référence à des affaires largement médiatisées, comme celle liée à l'affaire Epstein. En revanche, la jurisprudence consolidée des États-Unis impose un niveau élevé pour qu'une personnalité publique puisse démontrer un préjudice à sa réputation, exigeant, entre autres éléments, la preuve d'une intention malveillante ou d'une négligence grave de la part de l'auteur de la publication. Dans le contexte actuel, aucune de ces constructions juridiques n'a été effectivement mise à l'épreuve, car la procédure reste limitée à des controverses préliminaires liées à la compétence et à la forme. Le contexte institutionnel ajoute de nouvelles couches de complexité à l'affaire. L'historique du district sud de New York, dans la conduite de procès liés au réseau de relations associés à Epstein, ajouté à l'accumulation de dossiers, à l'existence d'archives encore non divulguées et aux souvenirs récents de procès très médiatisés, comme celui de Ghislaine Maxwell, crée un environnement dans lequel toute nouvelle initiative judiciaire tente à produire des effets qui dépassent les limites du cas concret. Même si l'action en cours n'implique pas d'accusation criminelle ni de demande de responsabilité pénale, le simple fait d'aborder des thèmes liés à l'univers social et institutionnel d'Epstein active des mécanismes de prudence, de retenue et de vigilance au sein même du système judiciaire. À ce stade, le débat se concentre sur la possibilité pour le juge fédéral d'accepter ou de rejeter la demande de Wolf visant à ouvrir une phase de discovery limitée à la discussion sur le domicile. S'il est accepté, cette demande permettrait la collecte limitée d'éléments de preuve, tels que les registres de résidence et de déplacement, permettant de déterminer si la procédure doit rester sous juridiction fédérale ou être renvoyée devant la juridiction étatique. Quel que soit le résultat, cette décision initiale constitue un indicateur pertinent de la volonté des parties de soutenir le litige. Si la demande est rejetée et que le magistrat décide de classer l'affaire pour absence de compétences étatiques ou insuffisance de motifs fédéraux, le litige pourra être clos sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des allégations. À ce jour, il n'y a pas de convergence quant à l'issue probable du litige. Les avocats expérimentés dans des litiges similaires observent que les actions de ce type sont souvent abandonnées après les premières phases de contestation, en particulier lorsque le risque d'exposition publique ou de production de preuves sensibles devient élevé. À l'inverse, si le plaignant insiste pour poursuivre la procédure et parvient à la maintenir au niveau de l'État, la pression exercée sur la partie défenderesse pour qu'elle présente une réponse formelle tend à s'accroître. Dans ce scénario, il pourrait enfin y avoir une confrontation plus directe sur les limites entre la critique journalistique et la protection de la réputation, ce qu'aucune des parties n'a jusqu'à présent manifesté d'intérêt explicite à provoquer. La situation reste incertaine, non seulement en ce qui concerne l'issue immédiate de l'action, mais aussi en ce qui concerne le type de précédent qui pourrait émerger si la procédure se poursuit. Une éventuelle décision judiciaire, même si elle se limite à des questions de compétence, pourrait être citée à l'avenir comme référence dans des litiges impliquant des personnalités publiques qui recourent à des pressions extrajudiciaires contre des journalistes sans formaliser d'accusation. De même, si l'affaire est classée sans examen au fond, cela pourrait renforcer l'idée que les menaces publiques de poursuites judiciaires peuvent servir d'instrument de dissuasion, à condition qu'elles ne dépassent pas les limites formelles du litige abusif. Alors que le conflit en est encore à ses débuts, l'absence de définition offre un aperçu des domaines institutionnels dans lesquels le système juridique agit avec plus de prudence. La tension entre la visibilité publique, la liberté de la presse et la préservation de la sphère privée est régulièrement mise à l'épreuve, mais rarement résolue de manière définitive.
Il s'agit d'un type de conflit qui progresse moins par des ruptures abruptes que par des ajustements progressifs entre ce qui peut être révélé, ce qui peut être contesté et ce qui reste dans le domaine silencieux de l'interprétation juridique. Dans des contextes comme celui-ci, suivre les développements avec une attention analytique permet de comprendre comment des controverses apparemment techniques et limitées peuvent signaler des transformations plus larges dans le fonctionnement des institutions.